Je suis très heureux à titre personnel d'accueillir la présidente de la Société française de gérontologie et de gériatrie, donc le professeur Nathalie Salle. Vraiment, merci. Au nom de la CERTAG, nous te remercions. Je sais peu combien ton emploi du temps très chargé, c'est vraiment un honneur et c'est un moment très fort de la CERTAG. Merci, je suis honorée d'être là ce soir parmi vous et merci pour l'invitation encore une fois. C'est le soir, donc ça compte pas. J'ai fini mon travail. Oui, oui. Alors justement, la CERTAG, on a été stratégique. On, euh, on a proposé ce créneau d'une heure. Comme ça, on laisse à nos médecins, nos professeurs d'être présents et puis après de retrouver leur famille. Alors très rapidement, je vais parler de la SFTAG. Ensuite, je souhaiterais, s'il te plaît, Nathalie, que tu présentes la SFGG. Je pense que ça serait Oui. important. Et ensuite, tu nous parleras du thème qui est très attendu, hein, sur la téléconsultation en EHPAD et puis de manière générale. Pour ton information, nous avons eu il y a 2 mois un infirmier aux pratiques avancées qui a fait ce qu'on appelle une, euh, une présentation du côté infirmier, hein. La téléconsultation vue par l'infirmier, c'était très intéressant. Et tu vois, ça tombe bien puisque maintenant on va voir du côté du médecin, d'un professeur de surcroît, et ça sera bien entendu très intéressant pour nous. Donc très rapidement, je vais présenter. Tu me donnes la main, mon cher euh, hop là, voilà, je vais pouvoir présenter la SFTAG très rapidement, ma chère présidente. Alors, la SFTAG, c'est la Société française des technologies pour l'autonomie et de gérontologie. On voit bien, Damien, c'est bon? Impeccable. Super, très bien. Donc, très rapidement, hein, la SFTAG, bien entendu, elle a été créée par un ensemble de gériatres, dont Alain Franco, François Piette, et pour tout simplement eh bien, mettre une passerelle entre la gériatrie et la gérontologie. Et c'est vrai qu'ils ont réussi leur coup, puisque nous, à la CEFTAG, sur quoi on travaille? On travaille sur, bien entendu, rapprocher la gériatrie et la gérontologie. Et récemment, la SFGG, qui est la maison mère, hein, et la SFTAG est la filiale, eh bien, nous a demandé de nous orienter sur des recherches, des publications, tout en mettant, et ça c'est notre travail, plutôt que tout en travaillant sur des domaines, sur les domaines des technologies, mais bien entendu, je dirais, concernant le vieillissement et la perte d'autonomie. Et pour ce faire, on travaille sur des sujets qui sont importants et différents. La réduction de la fracture numérique, hein, j'ai été appelé par exemple par l'ARS du Grand Est sur un projet parce que voilà, c'est une grande question, hein. C'est bien de parler de technologie, mais s'il n'y a pas de connectivité, c'est difficile. Nous travaillons sur l'éthique et surtout, nous aimons, et c'est de plus en plus, mettre en place une passerelle entre le monde académique et économique, hein. Tout simplement, nous travaillons beaucoup avec l'espace francophone, hein. J'étais donc au Canada, j'ai parlé de la SFGG et de la SFTAG en Chine, chez nos amis donc tunisiens qui ont organisé le premier forum panafricain. J'aimerais que tout à l'heure le professeur Méry nous en parle. Donc, vous voyez, nous avons un bureau jeune, même si nous occupons du vieillissement. Et bien entendu, notre travail, c'est surtout, et c'est le plus important, en lien sous le contrôle de la SFGG, de pouvoir porter cette question du vieillissement et la prise en charge des seniors ou des personnes en perte d'autonomie via les technologies, mais toujours, toujours sur, je dirais, le sceau de l'éthique. Donc Nathalie, je me te présenterai rapidement, professeur des universités, donc chef de service au CHU de Bordeaux, chef de service gériatrie, et surtout, le plus important, présidente dynamique de la SFGG, je le dis sans être obséquieux, puisque effectivement, j'ai vu qu'il y a eu quand même beaucoup de choses de nouveautés, beaucoup de choses qui ont changé. Et tu vas nous faire une présentation sur la téléconsultation en EHPAD, donc 30 à 40 minutes, et nous laisserons la parole donc à nos participants. Alors, des questions courtes, s'il vous plaît, si vous avez des remarques courtes, puisque j'essaierai de tenir les 1 heure, mais à invité exceptionnel, peut-être temps exceptionnel, on débordera peut-être d'un petit quart d'heure, mais pas plus, je te le promets. Je t'en prie, Nathalie est présidente, donc c'est à toi la parole. Merci, merci beaucoup pour l'introduction. Bon, alors quelques mots sur la. Alors déjà, bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là ce soir
et d'avoir autant de monde à l'écoute de cette présentation sur la téléconsultation en EHPAD. Alors effectivement, la SFGG, vous la connaissez à travers la SF-Tag. Bah, je vous invite à aller sur le site parce qu'il y a plein d'infos. Et notre mission principale, c'est de faire, de diffuser les bonnes pratiques gériatriques et de travailler sur la recherche et tout ce qui est en lien avec le vieillissement, en intégrant tous les professionnels. Deuxième info importante, le congrès national de la SFGG, j'en parlais au départ, hein, aura lieu cette année, comme tous les ans, en novembre. Et les dates seront du 25 au 27 novembre, à Paris toujours. Donc, c'est notre congrès national SFGG. Vous êtes tous les bienvenus. Alors, je vais partager mon écran. Normalement, vous devriez voir tout de suite mon diaporama parce que je l'avais déjà ouvert. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est parfait. Parfait. Alors, je vais mettre ça en bas. Voilà. Donc, c'est parti. Donc, j'ai mis un titre qui n'est pas du tout celui que vous aviez dit, mais c'était pour… je vais centrer mon topo sur la téléconsultation, mais je vais parfois l'élargir sur la télésanté, en incluant aussi le télésoin, pour vous montrer un petit peu le parcours qu'on peut organiser autour des EHPAD, et puis même du domicile en gériatrie, quand on veut suivre une personne gériatrique en consultation distancielle. Alors, comment ça se passe en pratique? Alors déjà, les actes que l'on pratique en EHPAD, il y en a deux. C'est essentiellement la téléconsultation. Donc ça, vous connaissez la définition. Il faut qu'il y ait le patient auprès de l'équipe qui demande la téléconsultation et il faut que ça soit fait en visio-transmission. Et le deuxième acte qu'on utilise, c'est la téléexpertise. Aujourd'hui, c'est le médecin généraliste qui nous appelle sans la présence du patient à côté de lui pour nous poser une question autour du dossier médical. On lui répond. Celui qui appelle gagne 10 € et celui qui répond gagne 20 €. Donc ça, c'est bien entré dans les mœurs. Donc ce sont les deux actes principaux réalisés aujourd'hui en France dans les EHPAD. On commence à voir un petit peu arriver la télésurveillance, mais c'est plutôt spécialisé, notamment diabéto et cardiologie. Pas vraiment en gériatrie encore. Alors, un message fort que je voudrais faire passer, déjà, quand on fait de la téléconsultation et qu'on est gériatre, eh ben, on fait le même métier qu'en présentiel, sauf qu'on le fait en distanciel. On va essayer d'être très simple. On garde nos mêmes valeurs de soignants et notre expertise médicale. Moi, je vois un patient en présentiel ou en distanciel, je ne change pas de cerveau, je fais la même chose. Simplement, il y a des pratiques qui évoluent, parce que je n'ai pas le patient avec moi. Je ne peux pas faire tous les examens cliniques que je ferais en présentiel. Et puis, je dois organiser mon parcours de manière alternée, c'est-à-dire que je vais voir le patient en distanciel et alterner avec du présentiel tout le long de son suivi médical. Je reste aussi dans une décision partagée patient-médecin, c'est-à-dire que le patient doit être informé et doit consentir à un suivi alterné, incluant du distanciel. Donc, c'est ce qu'on trouve dans ce texte. Alors, je disais en préambule, avant que vous arriviez tous, que la France nous avons la chance en France d'avoir un système administratif et législatif très compliqué, avec plein d'arrêtés, plein d'avenants, plein de décrets. Bon, on ne peut pas tous les lire et tous les connaître, mais celui-là, c'est le dernier. Il est assez important, parce qu'il recentre sur ce parcours de soins alternés entre présentiel et distanciel. Et pour nous, c'est très important. Alors, j'ai même fait un dessin pour vous ce soir, parce qu'en fait, ce patient-là, que l'on voit habituellement tous les mois en consultation en gériatrie ou à l'hôpital de jour, eh bien, on va lui éviter de venir une fois sur deux, ou même des fois une fois sur trois, en présentiel, en incluant la téléconsultation. Et notre message important en gériatrie, c'est que la téléconsultation, ce n'est pas utile uniquement pour les patients qui sont loin de tout ce qui est organisation de soins, les gens qui habitent très loin dans la campagne, c'est utile pour tous les patients gériatriques. En fait, ce patient-là que vous allez voir en consultation, si vous commencez un nouveau traitement en présentiel, bien, au lieu d'attendre un mois pour le revoir, vous pouvez le revoir à une semaine pour voir s'il y a des effets secondaires du traitement, déjà commencer à voir un petit peu comment il va, l'évaluer à distance et éviter des catastrophes, éviter des allers-retours aux urgences. Donc, en fait, on optimise le suivi parce qu'on intègre
dans notre pratique une consultation distancielle supplémentaire qui n'existait pas avant. Donc pour nous, c'est un plus. Et moi, je téléconsulte avec des EHPAD qui sont juste derrière le CHU. Donc ça n'a rien à voir avec la distance. Alors c'est une solution dégradée, c'est toujours la question qu'on nous pose. C'est dégradé si on fait que du distanciel. Si on voit le patient qu'en distanciel tout le long de son suivi, qu'on ne l'a jamais vu, ça peut devenir dégradé. En revanche, il y a beaucoup de points forts et on va le voir un petit peu tout au long de ce topo. Le patient est chez lui, qu'il soit à la maison, qu'il soit en EHPAD. Il est chez lui, il est dans ses repères. Il est très âgé, il est très malade. On voit des patients gériatriques. Et il consulte avec les soignants qu'il connaît. Donc en EHPAD, ce sont les soignants qu'il connaît, les infirmières, les aides-soignantes, la psychologue, le médecin traitant s'il faut. Et à la maison, c'est pareil, c'est l'infirmière libérale qu'il connaît, puisqu'il est souvent aidé par une infirmière, notamment pour la distribution des médicaments ou pour une aide quotidienne. Et donc, il est rassuré. Et ce patient rassuré, il parle beaucoup plus que quand on le voit en présentiel. Et donc, comme je le disais, le suivi est optimisé, puisque tous les changements que vous allez faire dans les médicaments, les arrêter ou les augmenter ou les changer, vous pourrez, une semaine après, évaluer les effets indésirables ou les effets positifs. Vous pourrez voir avec le patient si ça va ou si ça ne va pas, au lieu d'attendre un mois. Et puis, la dernière chose, c'est que les soignants qui sont présents en téléconsultation apprennent des échanges. Ils apprennent, ils montent en compétences et ce qu'ils disent, et on a une enquête qui a été faite par un sociologue ici au CHU, ils disent qu'ils ont une sensation de rupture de l'isolement. C'est-à-dire qu'ils ont en permanence des résidents qui ont soit des troubles psychocomportementaux, soit des douleurs, soit des plaies chroniques, des choses qui prennent beaucoup de temps et qui peuvent parfois rendre le soin compliqué avec peu de solutions autour d'eux. Et ces soignants-là, quand ils rentrent en téléconsultation et qu'ils voient des solutions apparaître au moment de la consultation gériatrique, évoquent vraiment un sentiment de rupture d'isolement. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est du qualitatif. Bon, la consultation en télémédecine, vous connaissez. On voit le patient à distance. Tous les patients peuvent bénéficier de cet acte. Bien sûr, il faut l'accord en amont, au moins l'information et le consentement oral, et il faut être dans de bonnes conditions. Moi, par exemple, je le fais dans mon bureau, la téléconsultation. Donc, j'ai fermé la porte, j'ai mis un écriteau, même pour ce soir, ne pas déranger, merci. Donc, personne ne va rentrer, personne ne va rompre la confidentialité des échanges. Bien sûr, un compte-rendu systématique, transmis de manière sécurisée. Bon, ça, je vais peut-être passer aussi parce qu'on est sur les recommandations de la sécurité sociale. Si vous avez des questions, on en reparlera. Surtout, je voudrais vous parler de la pratique. Donc, en pratique, ce qu'on essaye de faire en amont d'une téléconsultation en gériatrie, c'est vérifier l'éligibilité du résident ou du patient s'il est chez lui. Alors, est-ce qu'il est capable de communiquer à distance? Est-ce qu'il est capable d'utiliser des outils informatiques? Ça peut être le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Et plus on vieillit, moins c'est le cas, ça les stresse beaucoup et du coup, ça peut devenir très compliqué après, pour faire l'interrogatoire et l'examen. S'il y a un déficit sensoriel, notamment visuel ou auditif, c'est très très bien qu'il y ait un soignant à côté. En EHPAD, il y a toujours un soignant à côté qui retraduit ce que je dis, qui réexplique, etc. S'il y a des troubles neurocognitifs ou un handicap physique, c'est important aussi que le soignant soit autour du patient pour pouvoir l'aider à réaliser ce que je peux demander en téléconsultation. Et puis, on va évaluer le motif de l'acte, même en EHPAD. Moi, je vois les motifs en amont. Je vais sur une plateforme sécurisée, je vais voir pourquoi on m'appelle. Et si je vois que le motif est un peu complexe, que ça nécessite un examen, je vais arrêter le rendez-vous et demander au patient de venir en présentiel. Et puis, c'est bien d'avoir accès à toutes les données médicales. Donc, en amont, pour les EHPAD, on a le dossier de liaison d'urgence qui est envoyé. Donc, moi, je peux voir tous les traitements en cours, les résultats des examens biologiques, les évaluations des uns et des autres, de la psychologue ou autre, du médecin traitant. Donc, j'ai toutes ces données. Et pour le domicile, c'est la même chose. Alors, on avait réalisé une petite enquête pour savoir combien il y avait de participants en téléconsultation en EHPAD. En moyenne, il y en a 4, 3,5 plus ou moins 2. On a tout le temps l'infirmière, très souvent l'aide-soignante,
avec le médecin co, l'infirmière coordonnatrice de temps en temps. Le médecin généraliste, on a du mal à l'avoir en présentiel dans l'EHPAD au moment de la téléconsultation, mais on a trouvé le moyen en fait de s'appeler, c'est-à-dire qu'on a un téléphone avec un haut-parleur et il est en audio présent dans la téléconsultation pour pouvoir expliquer les choses, mais il n'est pas présent dans l'EHPAD. Un membre de la famille assez souvent, et puis tous les professionnels qui sont utiles au motif de la téléconsultation. Et c'est comme ça qu'on obtient un consensus. Parce qu'en fait, quand on va évoquer, par exemple là sur ces photos, vous voyez qu'on parle de plaie chronique. Moi, en fait, je fais 10 à 15 téléconsultations par semaine et aujourd'hui, je ne fais que des téléconsultations pour des troubles psychocomportementaux liés à des troubles neurocognitifs sévères. Et donc, je vais proposer des traitements non médicamenteux, je vais essayer de proposer des choses et je vais avoir en face de moi des aides-soignants, des infirmières qui vont me dire bah, ça, c'est pas possible, ça, on n'a pas le temps, ça, non, il n'y a pas ça à l'EHPAD, il n'y a pas d'espace Nosélène, il n'y a pas. Enfin, hein. Et donc, on va arriver à un consensus, à quelque chose qui va faire que tout le monde sera d'accord avec la proposition qui va aller pour tout le monde. Et donc, les recommandations que l'on va donner en téléconsultation vont être suivies. Ce qui n'est pas du tout le cas quand on fait une consultation présentielle. Parce que là, on fait un courrier au médecin. Pas sûr que les infirmières de l'EHPAD voient le courrier et pas sûr du tout que ce qu'on a préconisé dans le courrier soit suivi dans l'EHPAD. Donc là, il y a un vrai plus de la téléconsultation. Donc les motifs les plus fréquents, c'est vraiment les troubles psychocomportementaux. On a des équipes qui sont vraiment épuisés, qui n'ont plus du tout de solution face à de l'agitation, de l'agressivité, tous les troubles de l'humeur, la déambulation, enfin, tout ce qu'on peut voir en EHPAD, où on sait aujourd'hui, en tout cas en France, que 70% des résidents ont des troubles neurocognitifs sévères aujourd'hui. Et donc le patient, enfin, le résident, il est toujours assisté par l'équipe. Il y a assez souvent la psychologue qui est présente. Donc, on a une expression du patient qui est favorisée. Donc, quand je vois le patient en présentiel, souvent, il est mutique. Quand je le vois dans l'EHPAD, il parle. Il va s'exprimer. Même s'il a des troubles du comportement, je vais pouvoir savoir ce qui ne va pas, je vais pouvoir l'observer et il va être expressif, il va être acteur. Je peux faire toutes les échelles d'évaluation à distance. Voilà, maintenant, ça a été bien démontré dans la littérature. Ça marche aussi bien que le présentiel. Et j'ai cette concertation pluriprofessionnelle et je peux mettre en place des traitements non médicamenteux beaucoup plus simplement. Alors au domicile, ça vous le savez, parce que vous avez déjà eu les infirmières qui sont venues parler de la téléconsultation. On peut tout à fait demander à une infirmière de nous téléassister le patient à la maison et d'être donc auprès du patient. Et il y a une rémunération de l'infirmière pour cela. Donc 10 € si elle fait la téléconsultation et un soin qu'elle avait besoin de faire. Donc elle est venue à la maison pour le soin et en plus elle fait la téléconsultation. Donc elle a les 2 actes. Et 15 € si elle vient uniquement pour la téléconsultation. Alors ça a l'air de rien, 15 €. Il faut savoir qu'un acte infirmier, c'est souvent 3, 4 ou 5 €. Bref, c'est quand même pas beaucoup. Bon alors, les données de l'évaluation. Donc on a fait une première étude sur Bordeaux. Au bout de 1000 téléconsultations, on s'est arrêté et on a essayé de regarder ce qu'on avait fait et si l'évaluation gériatrique globale était faisable à distance comme elle est faite en présentiel. Donc déjà, sur les motifs de téléconsultation, on a déjà les troubles du comportement qui arrivent en premier. C'est une étude de 2017. Les escarres et les plaies chroniques arrivent en deuxième. Et puis après, on a la psychiatrie qui est très liée aux troubles psychocomportementaux, la dermatologie, tout ce qui est de l'ordre de l'hypertonie tendineuse acquise avec les médecins rééducateurs qui nous ont aidés là, à faire des téléconsultations. Puis après, tous les motifs de gériatrie, les chutes répétées, la dénutrition, la douleur. Donc là, on a tous les motifs de gériatrie X et Y qu'on a regroupés dans une ligne. Donc, on arrive à évaluer l'autonomie fonctionnelle avec les ADL. On arrive à faire le MMS sans problème à distance. Évaluer le nombre de maladies chroniques, mais surtout leur sévérité avec les dossiers que l'on a en ligne en amont. Donc, on peut très vite savoir s'il y a un bénéfice ou un risque à réaliser des examens complémentaires pour les patients gériatriques.
et faire presque une démarche éthique à distance, aussi bien qu'en présentiel. On peut calculer le nombre de traitements et surtout faire une toilette de l'ordonnance à distance. Et puis, en fait, on peut faire toute l'évaluation gériatrique globale. Là, j'ai cité les principales. On avait aussi fait une étude en interrogeant les médecins généralistes pour savoir ce qu'ils auraient fait s'ils n'avaient pas eu la télémédecine comme solution pour leurs patients. Et on voit dans ce tableau que, j'ai juste une barre que je n'arrive pas à déplacer. Voilà. On voit dans ce tableau que la plupart du temps, ils auraient envoyé le patient en consultation présentielle. Ils auraient un petit peu hospitalisé le patient dans 22% des cas, soit en hospitalisation complète, soit en hôpital de jour. Bon, dans 1% des cas, ils auraient envoyé le patient aux urgences, ce qui est bien, ce n'est pas beaucoup. Mais dans 27% des cas, c'est ça qui nous a étonnés, ils auraient continué les soins sans demander l'avis d'un expert. Ça nous a un peu ennuyés. Donc, on s'est intéressé à ces 27%. Et là, ce qu'on a vu, c'est que, et c'est ce que évoquent d'ailleurs les médecins généralistes, ils ont un ressenti de renoncement aux soins pour ces patients-là. Et ces 27% étaient plutôt des patients très dépendants. Et on voit que le fait de ne pas demander un avis d'expert est associé à la dépendance. Plus ils étaient dépendants, moins on demandait un avis à un expert et moins on déplaçait le malade, parce que c'est comme s'il n'y avait pas la téléconsultation encore. Et la polypathologie, donc le fait d'avoir beaucoup de maladies chroniques au stade modéré ou sévère, faisait aussi qu'on ne déplaçait pas le patient. Et là, c'est avec le score CIRSE-G que vous connaissez probablement. C'est un score qui permet de voir la sévérité des maladies chroniques. Et donc, ce qu'on a démontré en fait dans cette étude, c'est qu'avec la téléconsultation, on gomme cette absence d'expertise aux 27%. Et du coup, tout le monde a droit à une expertise, qu'on soit dépendant, très malade, en fin de vie, en soins palliatifs. Voilà, quel que soit son état de santé, c'est très très simple d'amener la téléconsultation auprès du malade et d'avoir un avis d'expert. On a ensuite fait une étude prospective et comparative en 2018 et on a comparé le soin de plaies chroniques en hôpital de jour, qui est un peu le gold standard du suivi du patient avec une plaie chronique, et on l'a comparé à la télémédecine dans une étude de non-infériorité. Donc là, on voit juste dans ce tableau que les deux groupes de 23 patients étaient complètement identiques, même âge, même taux de sévérité de maladie, même nombre de médicaments, le même état nutritionnel, et puis la surface de l'escar et le taux de nécrose étaient identiques au niveau statistique. Et en fait, quand on a comparé les deux groupes, on s'est rendu compte, comme je le disais en préambule, qu'il y avait beaucoup moins de données manquantes dans le groupe télémédecine que dans le groupe hôpital de jour. Parce qu'en fait, en télémédecine, on est en live. Donc, si on demande quel est le pansement qu'il avait juste avant, en fait, on le voit. Voilà. On n'a pas besoin d'appeler l'EHPAD. Quel est le matériel qu'a le patient dans son lit? On tourne la caméra, on voit son matelas, on voit son fauteuil roulant, on voit le coussin. On peut tout demander, on a la réponse. Alors qu'en hôpital de jour, on voit le patient arriver sur un brancard avec des ambulanciers. Et là, on a un petit dossier, des fois on n'a qu'un courrier, et on passe notre temps au téléphone à chercher des données. On a un meilleur suivi de recommandations, puisque dans le groupe télémédecine, comme on l'a dit, il y a ce consensus qui est obtenu. Les soignants ont pu critiquer ce que je vais proposer, et au final, on finit par être d'accord, et donc c'est suivi. Et ce qu'on voit et qui est important aussi, c'est que la diminution de la surface en centimètres carrés de la plaie est identique dans les deux groupes. Donc, en fait, la télémédecine ne fait pas mieux que l'hôpital de jour, okay, mais elle fait aussi bien. Je reste positive, toujours très optimiste. Dans une autre étude, je vous montre un peu par les études ce que montre la télémédecine, parce que nous, on est un peu dans l'académique, donc on travaille par étude et par publication. On a voulu démontrer si la télémédecine pouvait permettre d'améliorer l'ordonnance des patients gériatriques. Donc, vous savez qu'ils prennent beaucoup de médicaments, et plus ils sont vieux, plus ils en prennent. Alors, c'est associé au nombre de maladies chroniques, bien sûr. Et quand ils vivent en EHPAD, alors là, ils en prennent encore plus. Et ils prennent souvent des médicaments pour lesquels il n'y a aucun intérêt, c'est inapproprié, notamment les psychotropes.
la France est le numéro 1 en traitement psychotrope, mais là, je reste dans l'EHPAD, et notamment les neuroleptiques. Donc, beaucoup de résidents qui sont sous neuroleptiques, alors que dans un tiers des cas, c'est inapproprié. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'arrêter un neuroleptique, ce n'est pas évident, hein. Donc, à l'hôpital, on arrive à les arrêter puisqu'on suit le patient et on est avec lui. Mais dès qu'il retourne à la maison et qu'il crie, le neuroleptique est remis. En consultation, on peut toujours dire qu'il faut l'arrêter. Ce n'est pas fait à la maison parce que c'est trop compliqué. Et en EHPAD, c'est pareil. Donc là, on s'est dit que peut-être avec la télémédecine, puisqu'il y a un apprentissage et une montée en compétences des soignants, en leur expliquant d'autres stratégies, on allait pouvoir y arriver. Et en fait, cette étude montre que oui, on y arrive. Et on a fait l'étude on a arrêté les neuroleptiques et après on a fait un contrôle à 1 mois, 2 mois, 3 mois pour voir s'il était toujours arrêté. Ça fonctionne et ce qui fonctionne le plus, c'est la présence des soignants au moment de la téléconsultation. Donc cette stratégie du stop, elle est associée positivement à la présence des soignants, à la présence du médecin co et à la présence d'un membre de la famille. Non, d'un psychologue, pardon, parce que j'ai la barre, je voyais pas. D'un psychologue. Donc, le fait qu'il y ait l'équipe autour du patient et qu'elle comprenne quelles sont les autres stratégies que le traitement chez ce patient qui a des troubles du comportement et pour lesquels le neuroleptique ne servira à rien à part à faire une contention chimique, eh bien, ça fonctionne. Et ça, c'est pour nous une très grande nouvelle. Pareil pour le START. Voilà, le traitement antalgique, on n'est pas encore au niveau en France dans les traitements antalgiques. Il y a beaucoup de patients gériatriques qui souffrent et qui n'ont pas les traitements à la hauteur de leur souffrance. On n'est pas bon. Ça, je pense que vous avez dû le lire avec tout ce qui sort sur la polémique sur la fin de vie et sur le suicide assisté. Donc, on a à peine 60% des patients douloureux qui ont un traitement antalgique convenable et à la bonne dose. Donc, on n'est pas très bon. Et là, la télémédecine, dans cette étude, on a fait le stop et le start, a permis d'induire des traitements antalgiques à la bonne dose en suivant le patient toutes les semaines en téléconsultation. Et ça, c'était positivement associé à la présence d'un membre de la famille pendant la téléconsultation et toujours à la présence des soignants. Donc ça, c'est un résultat qui est important pour nous. Et quand je parle de montée en compétences, pour les soignants, on leur fait tout apprendre au chevet du patient. Par exemple, quand il s'agit pour un patient chuteur de mettre en place des bandes de compression veineuse, ça ne nous suffit pas si le soignant nous dit « Ok, je mettrai des bandes ». Non. On leur demande en visio de mettre la bande et on observe la pose. Et souvent, on se rend compte que, et on le sait à l'école infirmière, il y a très peu d'heures sur des gestes très pratiques comme ça, que le fait de le faire 1 fois, 2 fois avec nous en contrôle visio, le geste est appris. Et puis après, dans l'EHPAD, tout le monde sait soit poser un pansement convenablement, soit mobiliser le patient convenablement, soit poser une bande de compression. Enfin, des gestes très pratiques sont appris en téléconsultation. On a aussi fait une étude avec un anthropologue au CHU. L'idée, en fait, là, la question qu'on s'est posée, ça, c'était vraiment au départ. Donc, on a commencé la téléconsultation en 2013. Notre première question, ça a été de se dire, mais est-ce que ça va être possible de le faire chez une personne qui a 80 ans et plus? Au départ, on s'est dit, ce truc très informatique, ça va marcher avec les jeunes, mais ça ne va pas marcher avec les plus vieux. Bon, c'était notre avis. Et du coup, on a mis un anthropologue sur la question. Et en fait, elle a suivi nos téléconsultations et elle s'est rendue compte que la personne de 80 ans et plus, ce qui la rend acteur de sa santé et acteur pendant la téléconsultation, c'est la taille de l'écran. Donc, si on fait ça sur un téléphone ou sur une petite tablette, ça ne marche pas super bien. Si on fait ça sur un ordinateur, juste portable, ça marche. En fait, l'écran pour la personne âgée est comparé à un écran de télévision. Et les plus de 80 ans, c'est vraiment la génération télévision. Quand il y a quelque chose qui est dit à la télévision, elle le croit. D'ailleurs, c'est un problème parce que toutes ces infos négatives agissent sur leur psychologie. Et moi, par exemple, quand je leur parle dans la télévision, elles m'écoutent plus et elles me croient plus que quand je les vois en présentiel. Donc, des fois, je garde des messages à la télé que je ne donne pas en présentiel parce que je sais qu'à la télé, ils vont croire ce que je dis. Il suffit que je fasse ça et que la personne fasse ça. Elle est valorisée, elle est dans la télé lui parle, la télé lui dit bonjour. Alors là,
Voilà, il est vraiment immédiatement intégré à la consultation. Donc finalement, cette anthropologue, elle nous a dit, bah, écoutez, contrairement à ce que vous pensez, les plus de 80 ans, ça va très très bien marcher. Elle a eu raison, ça marche très bien. Hop. Bon, ça c'est juste pour vous montrer qu'au départ, on est parti avec 51 EHPAD. Et puis finalement, dans toute la région Nouvelle-Aquitaine, et c'est comme ça dans toutes les régions françaises, on a créé des grappes de 12 à 15 EHPAD qui sont connectés avec un établissement support. Donc aujourd'hui, pour nous, on est connecté à 68 plus 51 EHPAD, donc plus de 110 EHPAD, et on a laissé le choix aux EHPAD pour le motif d'appel au CHU. Donc, ce qui en ressort, c'est la dermatologie et puis tout ce qui est psychogériatrie, hein, donc tous les troubles psychocomportementaux et la plaie et cicatrisation. Donc ça, si vous avez des questions là-dessus, on pourra en parler après. On a également fait une étude PREPS, donc c'est un projet qui est financé par la DGOS. On a eu un demi-million d'euros pour faire une étude sur 3 années qui a été publiée sur le protocole là, que vous voyez là et qui est en cours de publication sur les résultats. L'idée, c'était de voir si la téléconsultation, ça pouvait améliorer le parcours des personnes qui résident en EHPAD et voir si, quand on a un groupe d'EHPAD avec télémédecine, il y a moins d'aller-retour aux urgences qu'un groupe d'EHPAD sans la télémédecine. Puis on voulait voir aussi l'impact de la télémédecine sur la qualité de vie au travail et sur tout ce qui est organisationnel au sein de l'EHPAD. Donc, c'est une étude contrôlée avec 12 EHPAD qui ont de la télémédecine et 12 EHPAD qui n'ont pas de télémédecine. Ça, c'est le papier. Et donc, on a pu inclure 190 résidents dans le groupe télémédecine, 183 dans le groupe contrôle, avec un âge moyen qui est comparable, des résidents très dépendants. Hein, la DL, quand on est à 1, on est dépendant totalement. Quand on est à 6, on est complètement autonome. Là, ils étaient à 1,8 en moyenne, donc très dépendants. C'est normal, hein, ils vivent en EHPAD. Et ils avaient au moins une maladie chronique sévère. Les premiers résultats ont montré qu'il n'y avait aucune différence dans le taux d'hospitalisation programmée. Ça nous a un peu déçus, mais c'est ça la recherche. Qu'on soit dans un EHPAD avec télémédecine ou sans, il y a autant d'allers-retours aux urgences. On a l'impression qu'il y en a un peu moins dans le groupe télémédecine, enfin EHPAD avec télémédecine, mais en fait, ce n'est pas significatif. Par contre, ce qu'on a vu, c'est que quand ils sont hospitalisés, la durée moyenne de séjour est plus faible dans le groupe des résidents qui vivent dans un EHPAD avec télémédecine. En fait, ce qui se passe, et nous on le voit tous les jours, quand le patient vient par exemple pour une pneumonie ou un infarctus en médecine gériatrique, eh bien, on va le faire partir plus vite s'il vit dans un EHPAD avec télémédecine parce qu'on sait qu'on va pouvoir le voir la semaine d'après en consultation distancielle. Ce n'est pas la même chose dans un EHPAD sans télémédecine. Là, on le garde plus longtemps parce qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir le voir tout de suite, quoi. Donc ça, c'est intéressant quand même. Alors, un petit schéma que je me suis amusée à faire, que je trouve important pour le parcours gériatrique d'un patient que l'on peut suivre en télémédecine. Donc aujourd'hui, la téléconsultation, elle est ouverte à tous les médecins. Elle est aussi ouverte aux infirmières qui sont article 51, c'est-à-dire qui ont un protocole de coopération. Aujourd'hui, on utilise beaucoup les protocoles de coopération dans les cicatrisations des plaies chroniques et dans le diabète et l'insuffisance cardiaque. Donc, elles ont un DU et à l'ARS, on va faire un document qui va faire qu'elles peuvent téléconsulter comme un médecin et gagner les 30 € comme un médecin. Et les IPA, donc les infirmières en pratique avancée, ça y est, il y a un avenant qui est sorti, encore un autre, pour les infirmières en pratique avancée, et elles ont des forfaits par trimestre, et elles peuvent suivre en téléconsultation ou en téléexpertise les patients. Donc ça, on l'a déjà vu, l'avenant 6 qui permet à une infirmière d'être à la maison auprès du patient pour assister le gériatre. Le patient peut aussi aller dans une pharmacie avec l'avenant 15, vous voyez tous ces avenants, hein, pour être connecté, si ce n'est pas du tout utiliser l'informatique, il y a un aide pharmacien qui va le connecter dans une salle où il y a un ordinateur et il va l'aider à répondre et à utiliser les bons outils pour faire la consultation distancielle dans une pharmacie proche de chez lui sans se déplacer à l'hôpital. La téléexpertise à droite, donc ça c'est très important hein, parce que nous, gériatres, on a beaucoup de médecins généralistes qui nous appellent pour nous demander des conseils.
pour hospitaliser un patient, pour tout un tas d'autres questions. Et là, on va utiliser la téléexpertise, c'est-à-dire qu'on va faire un échange de données sécurisé avec un petit compte-rendu qu'on va envoyer au médecin. Et donc, le médecin qui nous appelle, et ben, maintenant, il peut gagner 10 euros. Et nous, on gagne 20 euros. Enfin, ce n'est pas nous, hein, c'est l'hôpital. Et avec le télésoin, ben, on a cette ouverture vers la gériatrie, parce que pour nous, la gériatrie, c'est du pluriprofessionnel. Le gériatre, il ne travaille jamais tout seul. Il est très hospitalier et il travaille avec des diététiciens, des infirmiers, des ergothérapeutes, des kinés, des orthophonistes, etc., etc., etc. Et donc, ce télésoin nous permet aujourd'hui d'avoir un suivi en équipe du patient avec ce suivi distanciel qui est rentré maintenant dans la loi et qui permet aussi de facturer les différents professionnels pour ce soin à distance. Donc, pour conclure, consulter le patient dans son lieu de vie, c'est hyper important. Et après 80 ans, voilà, l'écran est un facteur clé. On a beaucoup plus de... Enfin, moi, aujourd'hui, je préfère 10 fois faire une téléconsultation qu'une consultation en présentiel parce que bah, j'ai l'impression de faire beaucoup mieux mon travail. On optimise le suivi du patient. On a plus de suivi avec beaucoup plus de liens avec les soignants. Quand on met en place un traitement psychotrope pour un patient qui a des gros troubles du comportement, ben, on peut l'évaluer à une semaine, et puis à une semaine, et on peut faire ensemble avec l'équipe la montée en charge du traitement ou la descente en fonction de l'état du patient. Donc le suivi est optimisé et on a, je pense, moins d'allers-retours à l'hôpital, même si on ne l'a pas prouvé dans cette étude. On a plus de pluriprofessionnalité, donc là on travaille avec les infirmières et tous les professionnels qui normalement travaillent avec nous dans l'équipe en gériatrie et les IPA. Donc il y a des projets, par exemple, aujourd'hui dans les hôpitaux, pour diminuer cette durée de séjour à l'hôpital, de faire des suivis avec des IPA, des patients qui ont une pathologie chronique stabilisée. À 72 heures de leur sortie, elles peuvent les suivre et elles assurent l'organisation des soins et le suivi médical. Ça, c'est hyper intéressant pour nous. Et on a cette montée en compétence des soignants avec des traitements non médicamenteux qu'on peut mettre en place, alors qu'avant, on n'y arrivait pas. Et cette stratégie start and stop là, de l'HAS qu'on peut vraiment appliquer en télémédecine. Donc ça, c'est également un plus pour nous. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et derrière chaque machine, il y a un être humain. C'est important. La télémédecine, c'est surtout de l'humain. Merci. Merci, professeur, merci, ma chère Nathalie. Voilà, en plus, cette conclusion me va à merveille, puisque nous, à la SFTAG, on dit toujours que les technologies, oui, mais sans l'humain, ça ne va pas plus loin. C'est ça. Exactement. Et puis, j'ai beaucoup aimé cette approche sur la montée en compétence des soignants. En tant que directeur d'établissement, ça a été aussi mon dada. En tout cas, merci. C'était clair et vraiment concis. Avant de laisser la place aux questions, alors moi, je vais dire, je vais être très, très peu prolixe, puisque je veux vraiment laisser la parole à tous nos invités. Je voudrais remercier, en mon nom et en ton nom, chère Nathalie, le docteur Barili qui est là, qui vient d'Algérie, le professeur Miri de Tunisie, le docteur Sedrati du Maroc, le professeur Allo de Côte d'Ivoire, tu vois, comme quoi le docteur Taki de Toki, pardon, de Madagascar, le docteur Djapar et le docteur Nadine Tchergi, tu vois, et j'ai oublié, pardon, le docteur Meliani, tu vois, il y avait donc pas mal de médecins, de professionnels. Et je voudrais aussi remercier tous mes étudiants. Hein, je vois par exemple Moussa Dian, Nadine et autres qui sont certains sont directeurs, hein, sont devenus directeurs, d'autres d'EHPAD en l'occurrence, d'autres cadres de santé. En tout cas, j'espère que cette présentation leur a plu. Donc, Damien, je te laisse distribuer la parole. Alors, peut-être juste une petite question, Nathalie, très rapide. Je voudrais avoir ton avis sur cet élan, parce que tu sais qu'il y a des plateformes maintenant de télérééducation, tu le sais ô combien les chutes, qui est un gros problème dans les EHPAD, hein, j'aimerais vraiment avoir ton avis, qu'est-ce que tu en penses tout simplement, et après Damien tu prendras trois questions, comme ça on laissera la présidente y répondre. Je t'en prie, Damien. Merci. Merci. Alors, quand tu parles de télé-rééducation, tu parles de quoi? Parce que Alors, c'est... ouais. oui, oui, tu as raison, c'est très vaste. Tu sais que maintenant, il y a des plateformes qui ont été mises en place où derrière, tu as des professionnels. Tu as bien sûr des médecins de physique, médecins, des MPR, médecins physiques et réadaptation. Tu as des psychomotriciennes, tu as des kinésithérapeutes.
Donc, lorsqu'une personne a leur col du fémur, elle chute, elle va en clinique SSR, l'EHPAD, plus de place, donc elle revient à domicile. Et là, il y a toute une plateforme qui se met en branle pour pouvoir suivre cette patiente. Alors, est-ce que tu en as connaissance? Et si oui, qu'est-ce que tu en penses? Ou est-ce que c'est encore juste, donc dans les prémices, quoi? Bah, enfin, moi, ce que je connais, c'est de la rééducation avec un ergothérapeute, un kiné. Alors, on est dans du télésoin. Donc, c'est personnalisé. Je pense qu'il faut rester dans le personnalisé. Après, il y a effectivement des industriels qui ont mis en place des jeux vidéo pour rééduquer les patients avec une plateforme, hein. Ils font du vélo, enfin, ils voient des jeux en même temps. Pourquoi pas? Il faut le tester en EHPAD, pourquoi pas? Et voilà, il faut qu'il y ait le professionnel à côté, au sein de l'EHPAD, et il faut avoir le temps d'accompagner le résident. Alors moi, j'ai été au Danemark là, avec le CHU pour voir un peu le modèle du virage ambulatoire à la danoise. Et du coup, j'ai vu ça, des plateformes de rééducation avec des jeux comme ça. Alors, c'était super, mais il y avait beaucoup d'humains autour des patients. Donc, ils étaient dans une salle avec les jeux, chacun jouait, mais il y avait beaucoup de personnes, des ergots, des kinés qui étaient là et qui donnaient les bons mouvements, qui les rassuraient, qui les informaient sur ce qu'ils devaient faire, pas faire. Donc, voilà, il faut quand même que ça soit organisé. Enfin, le modèle seul technologique ne suffira pas, quoi. Voilà. Je suis totalement d'accord. Mm. Damien, alors tu laisses la place aux questions? Je t'en prie, Damien. Alors, professeur Miri, qui est au Danemark, tu veux intervenir? Hein? Alors, justement, le professeur Miri est actuellement au Danemark, hein. Ah, bah, très bien. Mais je suis du côté, et désolée, je suis du côté du port, hein, pas du côté du NEPAD. Je suis vraiment désolée. En tout cas, je vous remercie infiniment pour cette excellente présentation. Et je Merci. pense que pour nous, en tout cas en tant que médecin de rééducation, je trouve ce que vous avez présenté, c'était tout d'abord très clair. Et puis surtout, ça mettait le point sur un petit peu les éléments très positifs qu'on pourrait tout à fait un petit peu qui permettrait de convaincre les plus récalcitrants. D'autant plus que vous avez montré un petit peu l'aspect très positif de l'optimisation du travail et de l'humain derrière justement la peur de perdre cette humanité derrière cette intelligence artificielle, la tous des soins, etc. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que pour nous, ça nous donnerait aussi la possibilité de pouvoir généraliser cela. C'est vrai que la question de la gériatrie, c'est quelque chose qui touche pratiquement tous les pays. Et quand on voit, et je vous remercie, professeur Dianel, pour avoir réuni tout ce beau monde. Alors, et à tous nos amis, je suis très heureuse de retrouver mes amis qu'on a vus la semaine dernière au Forum panafricain, nos amis du Maroc, nos jeunes résidents, mais aussi les membres du laboratoire de psychologie. Et d'ailleurs, je vous remercie par rapport à tout ce que vous avez présenté par rapport aux troubles du comportement et des troubles cognitifs, effectivement, qui posent énormément de problèmes. Et donc, pour revenir, pour dire que finalement, c'est des choses qu'on pourra tout à fait dupliquer autour d'autres questions autour du handicap, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient moins jeunes. Et je pense que ça, c'est un atout considérable pour pouvoir justement assurer une offre de soins qui est parfois très difficile. Peut-être je vais essayer de profiter, peut-être qu'on aura la visite, je demanderai qu'on fasse une visite par rapport à ce que vous avez présenté à Copenhague, mais je pense que la peur de perdre l'humain derrière, je pense que c'est pas du tout justifiable. Il faudrait vraiment prendre les éléments positifs. Et puis après, comme toute prise en charge, il y a toujours des points faibles sur lesquels on pourra travailler et peut-être bonifier les expériences sur d'autres dimensions autres que la gériatrie ou l'EHPAD pourrait tout à fait renforcer. En tout cas, merci beaucoup pour cette excellente présentation et j'ai piqué votre dernière diaporama. Justement, je l'ai prise en photo. D'accord. Non, mais vous avez raison, c'est vrai que ça s'applique à toutes les spécialités. Voilà, si on reste dans cette logique. Et ce que j'ai pas dit non plus, c'est que pour les soignants, c'est un vrai gain de temps. On se dit toujours, ben, dans un EHPAD, de bloquer une infirmière et une aide-soignante pendant une demi-heure, hein, ça dure rarement plus d'une demi-heure, une téléconsultation. C'est compliqué à organiser.
Et en fait, quand on les fait parler, elles nous disent, ben non, moi, je gagne du temps. Parce que grâce à ça, je sais que les futurs soins seront plus simples et je vais gagner du temps pendant toutes mes journées de soins qui vont suivre la téléconsultation. Donc, en fait, il y a aussi un gain de temps. Quand on écoute les soignants, il n'y a pas que moi qui dis que c'est super, quoi. Même les soignants le disent. Donc. Nathalie, je voudrais juste reprendre la parole juste une minute pour Oui. saluer la présence de la présidente du Forum panafricain, Madame Consentini, hein, vraiment, puisque elle nous fait l'honneur de participer. Si tu veux dire un mot, Wassia, je serais ravi, et après on fait la place aux questions. Merci infiniment. Je tiens à remercier tous les présents et à féliciter professeur Nathalie pour cette excellente présentation que j'ai beaucoup aimée en fait. Oui. C'est vrai que on en a parlé lors du dernier forum panafricain et c'est la place actuellement à tout ce qui est à distance, étant donné qu'il y a pas mal de papis et mamies qui ne peuvent pas se déplacer en fait et que peut-être ils peuvent être privés, bah, malheureusement, de pas mal de soins. Et ça vraiment permet de laisser la place à cette population de bénéficier de tout ce qui est soin, bien évidemment, de ne pas rater leur consultation et puis peuvent aussi laisser la place enfin, c'est devenu, comme vous avez dit, tout ce qui est aller-retour à l'hôpital et ça permet de gagner du temps et aux malades et aux personnel de soins. Donc, j'ai beaucoup aimé et je tiens à vous féliciter. Merci infiniment, professeur Abdelaziz Jalel, pour cette opportunité. C'est la première fois que je participe à ce webinaire. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Et puis, bienvenue à tous et merci encore une fois pour cette excellente présentation. Merci Merci beaucoup. aussi. Merci à vous. Daniel, professeur Allo, tu veux donner une petite remarque, hein? Il nous vient de Côte d'Ivoire, Nathalie, hein. Oui, merci beaucoup. Je voulais donc dire merci au professeur Abdelaziz pour l'invitation et puis dire mes félicitations pour l'exposé, la présentation. Alors, j'ai juste quelques petites observations à faire en ce qui concerne la téléconsultation, je dirais comme ça, en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire. Alors, donc, avec l'Ordre des médecins, on avait initié donc, un programme de téléconsultation pour résoudre le problème des déserts médicaux dans certaines régions du pays. Malheureusement, on a du mal à démarrer ce projet. Est-ce que c'est parce que la connexion en zone reculée pose problème ou bien est-ce que c'est culturel parce que là, on n'a pas le contact avec le patient alors que bon, la médecine en Afrique, c'est voir le médecin, changer directement avec lui, se voir touché par le médecin, ça met en confiance donc le patient. Alors donc, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi on n'arrive pas véritablement à développer vraiment cette approche médicale pour réduire un peu le problème d'accès aux médecins dans les zones vraiment très reculées. Alors, donc, nous, c'est la question que l'on se pose. Est-ce que c'est un problème culturel ou bien c'est le fait que, véritablement, cette technologie déshumanise un peu les relations médecin et patient? Donc, c'est tout un tas de questions que nous nous posons vraiment pour faire une analyse, pour voir comment est-ce que le projet peut démarrer. Alors, quel est votre avis à ce niveau et quelles sont les propositions que vous pouvez nous faire pour que ben, ce projet soit vraiment effectif dans notre pays. Voilà, j'ai combien d'heures? Alors, figurez-vous que je suis allée en Côte d'Ivoire pour parler de la télémédecine il y a 6 ou 7 ans et j'avais été accueillie par le docteur Florent Diby, Oui, c'est ça, oui. okay, qui faisait, alors je ne sais pas s'il fait toujours de la télé-expertise sur les électrocardiogrammes. Oui. Bon. Et donc, on avait un petit peu discuté de ça et c'est vrai que déjà, les questions que vous posez étaient posées dans la salle, notamment avec les zones rurales. Enfin, on appelait ça le soin de premier recours ou dispensaire, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Où en fait, il y avait pas mal d'idées pour aller suivre les personnes
qui auraient pu avoir, par exemple, un traitement antipaludéen et pouvoir les suivre à distance et alterner ce présentiel-distanciel avec effectivement une culture, peut-être, je ne sais pas si c'est ça, hein, le frein, qui passait pas très bien auprès de la population, avec des soignants plutôt très intégrés, engagés, qui avaient envie de le faire, et des patients qui n'avaient pas trop envie d'y aller. Donc, à l'époque, on avait déjà dit que ça aurait pu être intéressant d'envoyer un sociologue. Alors, je ne sais pas si c'est possible, hein, un sociologue ivoirien ou d'un autre pays, justement pour étudier la question que vous posez. Parce que ça, c'est un vrai Oui, projet de recherche, là, ce que vous posez comme question. Et je pense qu'un sociologue, avec son regard, nous, on a eu ça ici au départ, parce qu'on avait aussi, même si le patient, lui, pour le coup, était d'accord chez nous, en France, ce qui nous a été un gros frein, ce sont plutôt les équipes soignantes qui ne voulaient pas passer du temps derrière un écran, qui avaient peur d'utiliser les écrans, enfin, qui ne connaissaient pas très bien la visio, et qui oui, avaient peur aussi d'avoir un professeur comme moi ou comme vous, en face, dans un écran, et être seul dans une chambre à parler au professeur. Donc ça, pour les soignants, ça a été l'horreur. Et donc, ils ne se sont pas mis tout de suite en courant dans la téléconsultation. Et en fait, le sociologue nous a montré comment travailler et quels étaient les freins à rentrer dans la téléconsultation. Et ça nous a permis de débloquer le système. Donc, je pense que ce serait une bonne idée, là. Moi, c'est une bonne question, en tout cas. On a aussi eu les mêmes soucis. Alors, on va passer aux questions, Damien. Tu les prends 3 par 3, s'il te plaît, pour que Nathalie puisse y répondre. Ah, par contre, on ne Damien, vous ton entend pas, micro. Damien, le micro. Damien, ton micro. Oui, merci beaucoup. Je vais reprendre un peu les questions avec les mêmes thématiques, notamment je vois certaines questions de d'Hichem ou de. Alors, excusez-moi si je prononce le nom de Madame Zaïtseva Briand. Voilà. Quid, on a beaucoup de téléconsultations hôpital, EHPAD. Qui gère la téléconsultation au sein de l'EHPAD déjà et qui le directeur en tant que directeur d'EHPAD peut missionner pour ça, justement, quels sont les freins, les appropriations justement à cette téléconsultation à la fois des soignants et des patients. Mais vous avez déjà un petit peu répondu sur ce point-là. Alors en fait, dans les EHPAD qui fonctionnent avec nous, là, les 115, là, ce sont les soignants, là, les aides-soignantes, les infirmières, au moment du staff hebdomadaire, qui vont dire au staff, voilà, moi j'ai un problème avec ce patient, ça ne va pas, quel que soit le problème. Et l'IDEC, donc l'infirmière coordonnatrice, va émettre plusieurs solutions, dont la téléconsultation. Elle va dire, bah, tiens, ça, ce sera un bon motif de téléconsultation. Et c'est l'infirmière coordonnatrice qui va l'organiser. Bien sûr, avant de l'organiser, elle va faire informer le patient, etc. Et elle va appeler le médecin traitant du patient qui vit en EHPAD pour voir s'il est d'accord ou pas. Et là, elle va envoyer un message à notre secrétariat via une messagerie sécurisée. Tous les EHPAD ont eu une formation par l'Agence régionale de santé pour avoir la messagerie sécurisée qui fonctionne bien. Voilà. Elle va envoyer un message en disant « j'ai besoin d'une date ». Et nous, on a des dates, on est plusieurs gériatres à faire de la téléconsultation. Donc moi, voilà, c'est 24-48 heures d'attente pour l'EHPAD. Et donc, elle aura la date. Après, ben, soit l'EHPAD a du réseau Wi-Fi dans tout le bâtiment. Et à ce moment-là, elle va juste amener un écran dans la chambre du patient. Soit il y a du Wi-Fi que dans une partie du bâtiment, un gros tuyau. Hein. Et donc là, elle va amener le patient dans une salle dédiée, en fauteuil roulant ou en lit. Et c'est dans cette salle dédiée qu'on va faire la téléconsultation. Et moi, après, je vais envoyer mon compte-rendu à l'EHPAD sur la messagerie sécurisée. Et si besoin, je leur demande toujours s'ils veulent des ordonnances, parce que le médecin généraliste ne vient qu'une fois par mois. Si elles ont besoin, bah, je fais l'ordonnance aussi. Et je leur fais tout le protocole sur le courrier avec toutes les ordonnances liées. Voilà, le but, c'est que le patient aille mieux, quoi. Donc, c'est l'IDEC, enfin, l'infirmière co, qui est un peu coordonnatrice, mais la demande vient des soignants. Merci, Nathalie. Juste avant les autres questions, je voudrais vraiment saluer la présence. Tu le connais, Nathalie, c'est le docteur Fouad Babamed, qui est chef de service gériatrie au CHU de Senlis. Peut-être qu'il voudra dire un mot. Puis aussi au docteur Jean-Cédric Hansen, qui fait partie aussi de la SFGG,
hein, si vous voulez dire un petit mot. Ah bah oui, Sinon, ah bah voilà, Jean-Cédric, salut Jean-Cédric. bonjour, Tu vas bien? le monde est petit. Oui, exactement, exactement. Alors Damien, il y a d'autres questions? Oui, notamment on parlait tout à l'heure justement le rôle de la gamification justement, enfin, sur le gaming je dirais dans l'approche thérapeutique justement, est-ce que là, il n'y a pas un rôle à jouer justement sur cet aspect du jeu, le soin par le jeu? Pour les patients très âgés, pour l'instant, moi, j'ai pas trop vu l'impact de cette solution en EHPAD. Voilà. Alors, il y a du jeu quand on est en collectif. Hein, ils sont tous là, ils vont tous essayer de jouer, mais il faut que ça soit un jeu qui leur parle, donc avec des images qui vont aller revenir sur ce qu'ils ont vécu dans le passé, enfin, des images de là où ils habitaient avant, de leur pays ou autre. Oui, ça parle, mais des jeux qui nous parlent à nous, jeunes, ça parle pas du tout aux plus âgés. Ou alors, il faut jouer aux cartes. Voilà, les cartes, ça peut jouer. Des jeux de société, pourquoi pas. Euh, ça coûte cher, ça. Les EHPAD ne sont pas encore prêtes à acheter ce genre de choses, hein, parce qu'il faut quand même avoir aussi le financement. Euh, Elles préfèrent vraiment avoir finalement l'accès aux soins facilité, pas commander d'ambulance, pas perdre un temps infini à organiser des choses. Ça, c'est vraiment leur premier motif, en fait, hein, d'aller vers la téléconsultation et pas encore vers tout ça, là. Je pense qu'il faut tester. Enfin, c'est mon avis après, hein, mais ça prend pas trop dans les EHPAD que je connais. Alors, si tu me permets, Nathalie, moi j'ai éprouvé, j'ai dirigé un centre Alzheimer à côté de Chartres, à Gaville, et on a mis en place justement une tablette pour, euh, pour stimuler les capacités restantes. Alors, on était avec des Alzheimer stade 1, stade 2. Ils n'ont pas percuté, comme tu le dis Mm. pertinemment. Ce sont les petits-enfants qui venaient Ouais, visiter leurs grands-parents qui, tout simplement, ont suscité un petit peu, mais cette question est très pertinente et à titre personnel, on a encore du travail à faire parce qu'il y a bien entendu d'autres solutions qui sont un peu plus pertinentes que le gaming en tout état de cause. Parce qu'il y a un problème déjà de compréhension, hein, ce n'est exactement. pas leur génération. Mm. Il y a d'autres questions, Damien, s'il te Oui, plaît? d'ailleurs justement sur justement les relations humaines physiques, là on se voit en visio un peu même si c'est pas une téléconsultation, c'est un peu le même principe, on est tous derrière des écrans. Quid aussi de ces relations humaines physiques, de se retrouver notamment. Est-ce qu'on va complètement disparaître Mm. relation? Alors, il faut savoir que moi, avant de faire de la téléconsultation, je ne connaissais pas les aides-soignantes des EHPAD, là, des 115. Quand je suis appelée par un EHPAD, c'est par le médecin généraliste, peut-être par l'infirmière coordonnatrice ou le médecin coordonnateur. Et quand j'appelle l'EHPAD, je tombe sur une infirmière. Donc, en fait, moi, hein, personnellement, la téléconsultation m'a ouvert aux relations humaines dans l'EHPAD avec tous les soignants des EHPAD, que je n'avais pas avant connaissance du tout, quoi. Donc, pour moi, c'est comme le réseau social chez un jeune, hein. Nous, parents, on trouve ça complètement idiot. Mais en fait, il a vachement plus de relations que nous, on a eu avant, avec notre téléphone accroché au mur, qui n'était même pas portable. Ah bon, excusez-moi, mais j'ai un certain âge. Non, en fait, ça crée des liens. Et on fait une fois par an, bon, c'est ce qu'on fait ici, hein, mais tout le monde ne le fait pas, une réunion dans un grand amphi où on demande justement à tous les soignants de venir faire un retour d'expérience. Chacun présente ses diapos, hein, sur une journée télémédecine. Je peux vous dire qu'avant, ils ne venaient pas, maintenant, ils viennent. Parce qu'on se connaît. Par l'intermédiaire de la visio, on se connaît. On a rigolé ensemble, on a souffert ensemble, on a essayé de chercher des solutions ensemble, on a joué à MacGyver ensemble, des fois. Et du coup, ils sont très proches de moi et de l'équipe. Donc, ça rapproche, en fait. Totalement d'accord. Mm. Euh, Mon cher Damien, moi, je vous garderai, hein, moi, je te le dis, Nathalie, pendant presque encore 30 minutes, même une heure. Donc, on va encore abuser de ton temps, encore, on va prendre 5 minutes de questions. Hein, s'il y a d'autres qui veulent intervenir, il y a d'autres questions, Damien? Une question, j'ai encore une question. Quels sont les indicateurs performance clés pour évaluer l'efficacité des téléconsultations? Ça, c'est précis. Euh,
pour moi, c'est un petit peu ce que je vous ai montré dans les Diapo. retours voilà, de recherche. Soit on étudie le médico-éco, pour moi, c'est vraiment l'indicateur clé, l'impact financier. Voilà. Aujourd'hui, on est quand même tourné sur le parcours patient, donc et éviter ces allers-retours inutiles et inappropriés aux urgences. Mais en fait, le principal facteur de pertinence, hein, si vous êtes dans quelle que soit la maladie ou le problème que vous allez suivre à distance, c'est le soin, hein, c'est l'amélioration de l'état de santé du patient. Donc ça, c'est un acteur, enfin un indicateur de performance clé. Et on va le comparer avec ce que vous faites en gold standard. Par exemple, l'infarctus, bon, je ne vais pas prendre l'exemple de l'infarctus parce que c'est de l'urgence, même si la télémédecine peut permettre d'arriver plus vite en cardiologie. Parce que maintenant, on connecte les ambulanciers avec des lunettes connectées qui font les diagnostics avant nous dans l'ambulance et qui nous permettent d'aller plus vite vers la table pour traiter le patient avec une coronaro. Donc, on va très, très vite avec la télémédecine. Et les indicateurs, c'est ça, c'est le gain au niveau du traitement de la maladie, du diagnostic, la rapidité du traitement de la maladie. Vous pouvez aller jusqu'au parcours, comme on l'a fait nous. Et après, si vous arrivez dans le médico-économique, c'est encore plus intéressant. Et aujourd'hui, il y a même des études sur le développement durable. On se demande si utiliser des réseaux, c'est bien ou pas pour la planète. Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sait que les ambulances, aller-retour et puis tout ce qu'il y a derrière, c'est pas super bon. Mais en fait, on n'est pas sûr de l'avantage ou du désavantage de l'un ou de l'autre. Donc voilà, vers où vont les études aujourd'hui. Très bien. On prend encore une dernière question, mon cher Damien. La question, un peu. La téléconsultation va-t-elle permettre de pallier entièrement au manque de médecins dans les hôpitaux ou à quel point va-t-elle pallier à ce problème? Ça, Alors, c'est une question. ouais, je pense que ce n'est pas une solution. Voilà. Parce que derrière chaque écran, il faut quand même un médecin. Et c'est souvent la question qu'on me pose, hein, est-ce qu'on trouve assez de spécialistes pour faire de la téléconsultation? Bah non. Voilà. Aujourd'hui, les spécialistes, ils ont l'habitude, enfin, ils ont déjà un carnet plein, un agenda plein avec des consultations, de l'hôpital de jour, leurs services, les cours, etc. Rajouter de la téléconsultation, pour eux, ça fait déborder leur agenda. Donc, il faut déjà s'organiser. Donc, pour moi, il faut autant de médecins avec ou sans téléconsultation. Ce que ça permet, la télémédecine, c'est de mieux suivre le patient. C'est vraiment ça. Et de le suivre, quel que soit son état de santé, et quel que soit son lieu de vie, et quel que soit le lieu où il vit, s'il y a des ressources de santé ou pas autour de lui. Donc, c'est un bien pour la santé et le soin des patients. Merci. Jean-Cédric, je te laisse la dernière question. Vas-y, pose-la oralement puisque tu as mis ça sur le chat. Je pense que. Voilà, allez, je t'en prie, Jean-Cédric, vas-y. Euh, donc, Nathalie et tout le monde d'ailleurs. Moi, alors, j'ai une particularité, c'est que je suis gériatre en EHPAD. Donc, je suis plus requis que requérant. Donc, un peu comme fait Nathalie pour d'autres EHPAD qui font appel à nous. Mais il y a une carence en médecins traitants. Et les médecins, dès que les résidents rentrent dans les établissements dans lesquels j'interviens, les médecins se désinvestissent immédiatement de leurs patients. Et du coup, par exemple, j'ai 163 résidents sans aucun médecin traitant. Et c'est terrible parce que à chaque fois, on propose, genre, ils ont un courrier, je leur envoie un courrier en disant, nous sommes équipés, vous pouvez faire de la téléauscultation. L'infirmière ou moi, on pose le stéto, vous pouvez écouter votre patient, vous pouvez, bref. Vous pouvez prescrire à distance, vous pouvez, enfin, il y en a plein de, vous pouvez recevoir un ECG directement sur votre smartphone si vous voulez. Enfin, on a plein d'options. Et il n'y a aucun, je dis bien aucun, en 7 ans, il n'y a aucun médecin, on est équipé depuis 7 ans, il n'y a aucun médecin traitant, zéro, qui a accepté de continuer à suivre son patient en EHPAD par la télémédecine, en sachant qu'en plus, il y a un médecin sur place. Donc,
il peut avoir un avis spé et en cas de besoin où il faut aller palper un ventre, parce que ça, la télémédecine, on ne sait pas encore palper un ventre, hein, on ne sait pas encore faire un TR si nécessaire. Donc il y a des choses qui restent non transposables en télémédecine, mais eh bien, ils n'utilisent pas, alors qu'ils ont massivement utilisé pendant la Covid la télémédecine. Et ça reste pour moi un mystère. Donc si tu as des pistes là-dessus aussi, parmi l'ensemble de l'auditoire, il y en a qui ont des pistes parce que comment convaincre un médecin? Parce que il faut un médecin traitant, il faut quelqu'un qui ait cette approche de première ligne et un gériatre tout seul ne peut pas suivre correctement, surtout s'il fait médecin co en même temps et puis d'autres activités. Il peut pas. Enfin, l'approche spécialiste n'est pas la même que l'approche du médecin généraliste. Et donc, c'est comme confondre un médecin généraliste avec un interniste. Ça n'a rien à voir, même si il y a une logique enfin, pluricompétence qui est sous-jacente. Donc, j'aimerais bien ton avis, Nathalie, et puis si d'autres ont des idées par rapport à ça. Ouais, merci pour cette question. C'est vraiment un vrai problème, ça. Je crois qu'il y a aussi un problème de médecin co, hein, pas présent assez en EHPAD. Alors, autant le médecin, enfin, ce que je voudrais dire, c'est que déjà, la télémédecine, ça ne change pas les gens. Les médecins généralistes, ils ne sont pas engagés, ils se sont désinvestis dans le suivi des patients qui vivent en EHPAD. Ce n'est pas en rajoutant de la télémédecine qu'ils vont s'engager, s'investir. Même avec tout le modèle que tu as décrit de super performant de suivi à distance. Donc ça, c'est le problème de la philosophie de soins, quoi. Voilà. Ça ne va rien apporter de plus. Donc là, je suis d'accord avec toi, il y a un énorme problème. Pour la médecine de coordination, je sais qu'il y a maintenant un acte de télécoordination qu'on est en train d'essayer de faire passer comme acte tarifé par la DGOS, enfin par l'assurance maladie, pour que les médecins co puissent télécoordonner dans les EHPAD où ils ne sont pas, enfin pour qu'il y ait au moins du médecin co un peu partout. Autant pour les médecins généralistes, ils n'ont pas envie d'aller en EHPAD, ils n'iront pas, même avec un écran. Ce n'est pas le problème de la technologie, c'est le problème du patient, je pense. Ça ne les intéresse pas. Et c'est vrai que pendant la Covid, ils ont fait beaucoup de télémédecine, mais ils ont fait beaucoup de téléphone surtout. Et quand on les interroge, ce sont les étudiants en médecine générale qui prenaient le téléphone et ça leur faisait gagner 30 € par coup de fil en intégrant la téléconsultation via le téléphone. Donc, ce n'est pas le même modèle. Je pense que toi, tu es gériatre, donc voilà, il y a beaucoup de gériatres là ce soir. Nous, on fait notre métier et on utilise juste cet écran pour le faire de la même manière et optimiser le suivi, c'est tout. Parce qu'on sait le faire et on le fait bien. Le médecin généraliste qui n'a pas envie de le faire et qui ne l'a jamais fait, il ne fera pas mieux avec un écran. Désolé, je n'ai pas de Alors, solution. alors, tu vois, Jean-Cédric, je vais me permettre de t'apporter une petite réponse, hein, mais vraiment très petite en tant que donc directeur d'établissement. J'ai connu il y a 20 ans, il y avait quasiment 20 médecins traitants qui venaient en EHPAD. Maintenant, on en a 2 et encore on a de la chance. Comment j'ai réussi à fixer, alors c'est quand je travaillais avec le groupe Colisée, c'est simple, je ciblais les médecins qui étaient jeunes, et tiens-toi bien, passionnés que s'appelle de technologie. C'est comme ça qu'on a pu les fixer, c'est-à-dire un jeune médecin, gériatre, alors tu imagines les critères, plus passionné de technologie. Et là, je suis heureux de t'entendre, Nathalie, quand tu parles de télécoordination, parce qu'ils acceptaient, parce qu'il fallait, bien entendu, les fixer, les attirer. Mais c'est un grand problème, pardon, une grande question, et celui qui a la réponse, à mon avis, je lui prévois une belle place à l'ARS, ou en tout cas auprès du ministère de la Santé, parce que Après, ouais, malheureusement, absolument. ce qui peut marcher, c'est le médecin co qui est médecin co et médecin généraliste. Ouais, c'est vrai. Voilà. Celui-là, il faut aller le draguer, quoi. Celui-là, c'est sûr qu'il va utiliser la télémédecine et qu'il fera ce que tu veux. Oui, c'est ça. Mais dans ce cas-là, il fait surtout de la médecine et beaucoup moins de médecin co parce qu'il signe juste des papiers et il fait l'évaluation avant l'entrée, quoi. Mais, Ouais, mais tout le reste, bonne pratique, etc. C'est difficile. Si on est médecin co et médecin traitant, on est jugé parti. ouais. C'est difficile. Mm. Et c'est très compliqué d'aller comment dire, coordonner ses confrères parce qu'on se place un peu Bien sûr. comme référent et c'est pas la logique Ouais, ouais. médecine libérale. Donc Ouais. il y a ça aussi. Et alors sur mon territoire, donc ça va pas s'améliorer parce que le- le- la démographie n'est pas jeune. Voilà, donc on est.
Merci Jean-Cédric. Nathalie, tu veux rajouter quelque chose? Je te laisse conclure et je voudrais vraiment te remercier parce que tu as vu, hein, on a eu un pic de 42 participants, ce qui est exceptionnel. D'abord, c'est ton nom, hein, j'ai vu sur LinkedIn qu'il y a eu, je crois, plus de 1000 vues, sans compter les commentaires. En tout cas, un grand merci pour la clarté de ta présentation. Pour ceux qui sont arrivés en retard, elle va être sur notre site de l'SRTAG et celui de la SLEG. Et je vous annonce, ça sera le dernier webinaire de l'année en juin, puisque c'est le docteur Mamar qui est la présidente de la société marocaine, société marocaine de gériatrie et de gérontologie, qui va nous parler aussi de technologie. Je te laisse conclure et encore merci, chère présidente, chère Nathalie, pour ta présence. Ah ben, je voudrais conclure sur des remerciements. D'abord pour votre accueil, votre invitation, bien sûr, et puis pour ces questions que je lis là sur le chat qui sont hyper pertinentes, enfin qui permettent encore une fois de s'enrichir de mon côté et puis du vôtre, j'espère. Et puis je voudrais vous remercier pour tous les petits mots gentils que vous avez mis sur le chat. J'étais ravie d'être là avec vous. J'ai pas vu le temps passer. Je suis connectée depuis 19h20 et en fait, j'ai passé une bonne partie de la soirée avec vous et j'en suis ravie. Merci, merci. Merci. Et puis, je remercie aussi tous mes étudiants qui sont venus en force et puis tous mes amis médecins, professeurs, tous les membres. Et encore merci Nathalie. Merci à Damien d'avoir fait cette co-animation. Et je vous souhaite à tous une très, très belle soirée. Et puis voilà, travaillons pour nos aînés, hein. Gandhi disait que la grandeur d'une nation, elle se mesure au respect que nous devons à nos aînés, avec les technologies ou pas. Exactement. Merci à tous. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut, professeur Miri, professeur Bagli, au revoir. Au revoir. Professeur Wassia, au revoir. Professeur Allo, salut. Docteur Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir, Wassia. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Nadine. Au revoir. Bonne soirée. Docteur Rachid, bonne soirée aussi. Toki aussi. Salut. Au revoir. Merci, Damien. De rien. Bonne soirée à tous. Docteur Bagli, il est là. Fouad, merci Fouad d'avoir été présent. Docteur Barli, il est là, non? Hop là. Docteur Jafar, merci. Sarah Madouche, je vous appelle demain. Merci Hichem d'avoir été présent. Docteur Souhil, le docteur Marak, c'est ça? Allô? En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. Hein. Merci à vous, professeur. À très bientôt. Salut. À bientôt. Salut, professeur Allo. Salut, Daniel. Au revoir. Salut. Ciao.